Hey, lettre à la jeunesse africaine, Mohamed Lamine Fofana, l'auteur, avec nous sur le plateau. Donc, pour en parler, je souligne rapidement aussi que le roman Lettre à la jeunesse africaine a été publié chez Édition Muse, donc Édition Muse, et puis donc c'est un roman sympathique effectivement et que l'émission Parenthèse recommande à nos téléspectateurs. Je vous remercie aussi de votre fidélité à notre émission aussi effectivement que vous pouvez retrouver sur la page Facebook donc de l'émission ou sur le site de la télévision Espace TV. Alors, donc on va poursuivre. Je voudrais qu'on parle aussi de la troisième étape. Mais avant, qu'est-ce qui a motivé chez vous l'envie d'écrire ce roman? Ça, c'est la première question que je vous pose là maintenant, pour nous permettre un peu de cerner comment vous êtes arrivé là. Pour éviter qu'on raconte tout le roman, hein, parce que l'objectif, c'est pas de raconter tout le roman. Oui, On veut oui. eh bien, que nos téléspectateurs aient une idée de ce qu'il y a là-dedans, et puis qu'ils aient envie de l'acheter et puis de le lire. D'accord. En fait, ce roman, moi en tant que l'auteur, je le vois souvent comme quelque chose de spirituel pour moi. En fait, quand j'ai mis 8 mois pour l'écrire. J'ai terminé de l'écrire, c'était en 2010, quand j'étais en Guinée ici. Et dans le roman, vous découvrez également que je parle de ségrégation, de racisme, des rapports entre l'Occident, le monde arabe et les Noirs. Tout à Je fait. parle de la race noire. Donc j'ai fini de l'écrire, c'était en 2010. 2010, je suis allé au Maroc pour des études. Ce que j'avais écrit dans mon roman, que je n'avais pas vécu auparavant, donc j'ai vécu des choses, beaucoup de choses vraiment de ségrégation raciste dans ces milieux, que je voyais dans mon roman, j'avais déjà fini d'écrire. Si j'avais vécu ces choses-là, ensuite je m'étais mis à écrire, donc ça serait un peu de réalisme. Donc c'est pourquoi, en tant qu'auteur, je le vois un peu comme quelque chose qui est spirituel. Et j'invite beaucoup de gens vraiment à s'intéresser à le lire, car il est très intéressant. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont dedans, qui sont vraiment intéressantes. Mais pour répondre quand même à votre question, ce qui m'a vraiment poussé à écrire, ce sont les réalités africaines qui harcèlent vraiment mon cœur. D'accord? L'Afrique est la mère des civilisations. L'Afrique est exploitée, surexploitée. D'accord? Et à cause de quoi? Parce que nous sommes noirs. Parce que nous sommes des Africains. Ok? Donc quand j'écoute souvent les chansons d'Alpha Blondy, de Bob Marley, de Tiken Jah Fakoly, donc ce sont des messages qui sont vraiment importants. Que moi, j'ai essayé de faire un roman à partir de ces gens-là et de les porter cette fois-ci sur les étudiants, sur les élèves. En fait que ces gens-là, après leurs études, qui seront des directeurs et autres, ça trouve déjà que vraiment ils sont des panafricains, des vrais panafricains. Ils portent vraiment l'Afrique dans leur cœur. Ils aiment vraiment leur pays, ils aiment l'Afrique. Comme le dit en anglais, your country first, ta nation avant tout. Parce qu'il y a quelque chose qui manque vraiment chez nous ici, l'amour de chez nous les Africains, vraiment, ça manque vraiment. On pense qu'en longueur de journée, de parler, n'importe qui tu rencontres sur la route, tu diras qu'il est panafricain, mais il ne pose aucun acte dans le sens du panafricanisme. Et c'est ça, moi, j'essaie de corriger. L'urgence panafricaine est là, on est obligé vraiment de changer les choses. Voilà ce qui me pose vraiment. C'est un cri de cœur que je lance. C'est mon cri de cœur que je lance aux Africains de se mobiliser, de bouger vraiment. Il faut changer les choses. Personne ne viendra, comme le dit Tiken Jah, changer l'Afrique à notre place. C'est nous, Africains, qui allons changer à notre place. J'ai certains de mes lecteurs qui m'ont contacté déjà. Ils disent que vraiment ton roman est très intéressant, mais la cause elle est énorme. J'ai dit, mais moi qui ai déjà écrit ça, c'est vraiment un grain de sel pour moi. Et à toi aussi de poser un acte dans ce sens. D'accord? Donc c'est un peu ce qui m'a poussé, c'est un cri de cœur face aux réalités africaines. Nous qui avons vécu au milieu d'autres races, ce que nous avons vécu. Vous imaginez la mer Méditerranée, combien de jeunes Africains ça a avalé, des milliers et des milliers. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et les solutions ne viendront pas de l'autre côté de l'Occident. Pas du FMI, pas de la Banque mondiale. La solution, elle doit être interne. Il faut que nous, les Africains, nous acceptons de regarder nos réalités en face et vraiment prendre des décisions que nous allons appliquer. Et il faut que ça marche. Et ça peut marcher.
Les autres, ils l'ont fait, ils l'ont réussi. Nous aussi, nous pouvons le faire. Alpha Blondy l'a dit, nous avons le diamant à ciel ouvert, l'or à ciel ouvert, le pétrole à ciel ouvert. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement, nous n'aimons pas notre peuple, nous n'aimons pas notre pays. Nous n'avons pas l'amour de chez nous. C'est ça mon combat, essayer de porter l'amour de l'Afrique dans le cœur des jeunes Africains. Tout ce que nous devons faire, c'est d'aimer avant tout chez nous et nous pourrons changer les choses. Your nation first, Mohamed Lamine Fofana. Donc la nation avant tout, évidemment, je ne sais pas si j'ai bien prononcé en anglais, message fort et poignant donc d'un jeune panafricaniste donc qui a choisi aussi de mettre sa plume à contribution pour passer le message, relayer le message. Donc ces messages, effectivement, comme l'auteur vient de nous le dire aussi, message inspiré d'artistes comme Alpha Blondy, Tikenja etc. Donc effectivement, pour dire aussi que le rastafarisme, le reggae plus particulièrement, donc n'est pas en contradiction avec la plume. D'ailleurs, hein, la musique, elle s'écrit aussi. Donc la musique est aussi écriture. Alors, Lettre à la jeunesse africaine, c'est donc le roman autour duquel nous faisons la causette, hein, dans le cadre de ce numéro. Parenthèse, comptant pour aujourd'hui. Alors, on va revenir, parce que vous, de passage, vous avez parlé de quelque chose qui est très intéressant. C'est aussi dans le roman, c'est la question du racisme. Et puisqu'il faut le signaler pour nos téléspectateurs, c'est que vous avez fait des études de sociologie ici en Guinée, et après donc des études de sociologie à l'université donc à Conakry. Vous partez au Maroc pour faire des études de commerce international, hein, au Maroc. Et là, vous expliquez que vous avez vécu aussi une certaine expérience, hein. Vous avez été au contact d'une autre race, donc qui n'est pas la race noire, hein, et que effectivement ces éléments-là, vous avez vécu des choses que vous aviez déjà écrites dans votre roman, hein, comme quoi l'imagination aussi peut nous porter vers des réalités entre guillemets, même si elles sont fictives. Et c'est de cela aussi que je souhaiterais qu'on en parle. En termes de racisme, qu'est-ce que vous avez vécu donc justement dans le cadre de vos études au Maroc, par exemple? Ça peut être édifiant. Le Maroc, c'est un très bon pays que j'ai beaucoup aimé. D'accord, les gens sont accueillants et le gouvernement marocain, le roi marocain, il est très ouvert sur l'Afrique. D'accord. Mais c'est un peuple où il y a une partie du peuple marocain. Ils n'ont pas l'habitude encore d'être en contact avec les Noirs. D'accord. Donc, ce qui fait que quotidiennement, quand tu vis là-bas en tant qu'étudiant ou autre chose, parce qu'il y a plusieurs catégories de Noirs là-bas. Il y a les étudiants, il y a les migrants, il y a ceux qui veulent passer la mer Méditerranée pour aller. Donc, il y a beaucoup de monde, beaucoup de Noirs là-bas. Okay? Donc, chaque fois, dans les bus, dans les taxis, dans les restaurants, en classe, ça ne finit pas. Donc, il y a toujours la ségrégation raciste qui est toujours là. Mais la société marocaine quand même est en train de changer, il faut le reconnaître. Les mentalités bougent. Et quand je quittais même là-bas, il y avait des Africains, des Noirs qui avaient essayé de mettre une organisation en place pour vraiment défendre les droits des immigrés noirs au Maroc. Et la porte les était largement ouverte par le gouvernement. Ils passaient déjà dans les émissions de télé et autres, que moi j'ai beaucoup apprécié. Les mentalités sont en train de changer, d'accord? Donc ce que moi j'ai vécu quand même comme racisme là-bas, je veux que les choses changent vite, qu'on ne fait pas des préjugés sur les gens. Et c'était quoi, pour être concret, les exemples d'actes qu'on peut qualifier de racistes? Ah oui, dans le bus. Même si les choses comme vous le dites, hein, on sent votre on va dire, votre optimisme face à ce phénomène. Mais plus on en parle aussi, c'est ça qui aide aussi à dissiper. C'était quoi les actes, citez-nous quelques actes effectivement concrets, racistes auxquels les Africains sont souvent confrontés? Oui, par exemple, moi je prenais le bus chaque matin pour aller à l'école et retourner encore. Donc dans le bus, il y a le racisme. Tu t'assois auprès des Marocains, parce que tu es noir, alors ils quittent à côté de toi.
Ça, c'est un fait réel quand je quittais. Qui se fait, bah, Ça, il y a combien d'années? ça, il y a 6 ans que j'ai quitté là-bas. C'est incroyable. C'est-à-dire que 7 ans, vous 7 ans que montez j'ai quitté. dans un bus, Oui, transport en commun, effectivement. de par, Oui. par le fait de... Enfin, je veux dire, parce que vous avez la couleur noire, Oui. un Marocain peut se lever à côté Autour de vous. Ah oui, Oui, ça, c'était quotidien là. ça c'est courant. Ça, c'est Enfin, courant. c'était courant. C'était courant vraiment. D'accord. D'accord. Il y a des sortes de travaux qui sont réservés aux Noirs dans ces pays-là que je n'ai pas du tout aimé. D'accord. La main-d'œuvre, les travaux durs et autres. Rarement tu verras un Marocain faire cela. D'accord. D'accord. Quand les gens ils veulent faire leur fondation, des travaux vraiment pénibles, il y a des endroits où les immigrés, il y a des quartiers spécialement, ils viennent les chercher. D'accord, avec une rémunération misérable, d'accord, que vraiment, que je n'ai pas du tout aimé. Que Mais en même temps, ils ne sont pas obligés, hein, les Noirs, de faire ça. Oui, ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Ils sont pas obligés. Ça, c'est important à souligner. Ils ne sont pas obligés. Ça veut dire aussi que quand on prend la décision de partir, de voyager, d'aller en aventure, entre guillemets, d'immigrer, donc c'est à nos risques aussi, à nos risques et périls. Ça, il faut peut-être aussi le souligner pour ce deuxième cas. Alors, y a-t-il d'autres types d'exemples pour oui, exactement. J'avais ma camarade, j'ai oublié son nom, j'ai très d'accord. Et chaque fois que nous marchions main dans la main, donc je suis à chaque fois des injures. Une camarade noire aussi? Non, une marocaine. Ah oui, vous aviez une camarade marocaine. Effectivement, le fait de voir un noir avec une marocaine n'était pas bien apprécié, c'est ce que vous voulez dire? N'était pas du tout apprécié, effectivement. Donc chaque fois, je suis à des injures. Et une fois, ça m'est arrivé avec des coups de poing. Ah oui? Vous avez été agressé? Oui, tout simplement. Et la fille aussi a été agressée parce qu'elle marchait avec un noir. Ah ouais. Donc vous voyez, donc ce sont des choses qu'il faut vraiment combattre, qu'il faut dire aux gens. Excusez-moi, hein, parce que bon, on est nombreux, moi comme beaucoup de nos téléspectateurs, à n'avoir pas été confronté à ce genre de situation. Comment on vit ça dans sa chair, dans son âme, quand par exemple vous montez dans un bus, parce que vous êtes noir et que l'autre, enfin le Marocain à la peau blanche, pense qu'il ne doit pas rester à côté de vous. Et à cause de ça, il se lève. Pendant ce moment-là, comment vous, je veux dire, comment on le sent? Qu'est-ce que vous ressentez? De la colère. Pendant vos premiers moments, vous êtes révolté. Mais vous finissez par vous y habituer. Parce que vous êtes là-bas pour de long time. Pas pour 1 an, 2 ans. Donc vous finissez par pendant vos premiers moments, vous êtes révolté. Des fois, vous criez. D'accord? Et plus que vous vous habituez, donc ça ne vous dit rien. Vous venez vous asseoir, même s'il se lève, mais vous ne le calculez pas. Mais nous, en tant que panafricains, nous essayons d'inviter la population à changer de mentalité. D'accord? La peau noire, c'est quelque chose qui est naturel. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Nous, Noirs, nous sommes fiers d'être Noirs. Il faut le réclamer. Et je le dis bien dans mon roman. D'accord? Et comme je l'ai dit aussi, si on veut, nous, Africains, nous, Noirs, si on veut connaître le prix de la peau noire, il faut la risquer ou la sacrifier pour les enfants qui naîtront demain. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous ayons vécu pire, c'est vrai. Mais il faut essayer, il faut que ça s'arrête. Il faut travailler ensemble que des générations qui viendront donc après nous, des générations de blacks qui viendront après nous ne puissent pas connaître ce que nous, on peut connaître, ce que vous dites, ce que d'autres aussi ont connu, etc. Je vais vous faire intervenir sur, puisque vous êtes panafricaniste, que vous avez écrit aussi, je vais vous faire intervenir sur un autre sujet pour partager votre point de vue là-dessus. La lettre à la jeunesse africaine de Mohamed Lamine donc Fofana. Donc il aborde aussi ces questions de racisme au passage dans son ouvrage et donc on en profite pour saluer donc pour la fidélité tous nos téléspectateurs à l'intérieur du pays et à l'extérieur, mais aussi au Maroc, puisqu'on en a parlé nombreux du côté du Maroc à nous suivre aussi et dans tous les pays du Maghreb. Merci de nous avoir suivis de bout en bout dans cet entretien avec Mohamed Lamine Fofana, auteur
lecture de Lettres à la jeunesse africaine. Mais c'est pas fini, quittez pas. Nous passons à présent à la deuxième rubrique, donc le marque-page. Nous sommes à la page 48. Quand il disparut de ma vue, j'eus affreusement peur. Car jamais de ma courte vie je n'étais resté seul dans la forêt en pleine nuit. La forêt hurlait de multiples voix autour de moi. Était-ce le vent, les oiseaux, les esprits ou les rhinocéros? Tous mes nerfs étaient tendus, mon corps enduit de sueur. Des rires de joie éclatèrent et des pas de danse se firent entendre sous l'arbre. Le bruit cessait, puis reprenait. La forêt hurlait continuellement. Je voulus sauter de l'arbre et courir vers le village, mais Abou Fas m'avait dit de ne surtout pas descendre tant qu'il ne serait pas de retour. Pourtant, j'étouffais de terreur. Quand est-ce qu'il allait venir pour me sauver? Je ne savais pas. Je voulais crier son nom, mais je m'y retins à cause de la peur. Elle se multiplia quand je pensais au serpent qui vivait dans les bois. Ma main glissa sur une branche et je faillis tomber quand un rire féminin monta à l'arbre. Je crus cette nuit-là que la terre ne tournait plus pour que le jour apparaisse. Qu'Abou Fas s'est trouvé en face d'un animal féroce et qu'il ne viendrait pas me chercher. 1000 idées traversaient mon esprit. Dites-vous, c'est un extrait donc de votre roman. On va passer à l'extrait suivant, tout hasard, comme ça. Page 68. Tu es vraiment remarquable, jeune homme, me dit le féticheur. Merci. Ça va dans la capitale? Oui, ça va. Là-bas, tout le monde est pressé. Personne n'a le temps. Je désirais parler de la maladie d'Amazonie, mais je me retins à cause de son allure vive. Après au moins 30 minutes de marche sous les feuillages, il me dit de m'asseoir sous un baobab et d'attendre son retour. Il descendit la plaine et mit 1 heure avant de remonter. Pendant tout ce temps, je ne pensais qu'à Amazonie, la plus belle créature que la nature m'avait offerte, et à son histoire que Madame Faso m'avait contée hier soir. J'imaginais Amazonie dans sa maladie. J'avais pitié d'elle et cela me faisait souffrir. Quand Kimbo remonta de la plaine, il prit place en face de moi. « Jeune homme, me dit-il gentiment, ton nom c'est Africa Kamita. Oui, tu es originaire de la savane, du pays des Koni, et tu as 20 ans. Oui, je ne t'ai pas fait venir jusqu'ici pour que tu m'aides à ramasser des feuilles d'ékéké. Pour la première fois que j'ai fixé tes yeux ce matin, je vis en toi quelqu'un de spécial. Et par curiosité, je consultais mes génies quand toi et ton ami partaient prendre place dehors. Il demeura un moment muet, son visage comme noyé dans la tristesse, puis continua. J'avais le même rêve que toi quand je partais à l'école. À l'époque, la religion avait illuminé ma vie. Je vivais dans l'amour et la crainte de Dieu. J'étais fermement convaincu de la sincérité de la cause de mon rêve. Il avait trait non pas à une nation ou à un peuple, mais à toute une race. Qu'est-ce qui vous a empêché de continuer? Lui demandai-je. J'ai quitté l'école sans avoir eu mon certificat d'admission au bac. Par manque de moyens? Non, le destin a fait de moi ce que je devais être et c'est ce que je suis aujourd'hui. Je devais assumer la fonction que mon père assumait au sein de la société, le fétichisme. Fin des citations. Voilà, c'était donc ces 2 extraits que nous avons choisis pour vous dans l'ouvrage, dans le roman « Lettres à la jeunesse africaine » de Mohamed Lamine Fofana. À présent, nous passons à la 3e et dernière rubrique, les questions que les téléspectateurs nous font parvenir pour l'auteur. C'est parti.
Monsieur Mohamed Lamine Fofana, bonjour. Bonjour, Monsieur Koné. Je voudrais vous poser la question suivante. Dans votre roman Lettres à la jeunesse africaine, vous avez aussi évoqué le racisme. Dites-nous, en tant que panafricaniste et auteur, quel est le regard que vous portez sur la situation des migrants en Libye? C'est vraiment grave, c'est vraiment révoltant. Il faut que les choses changent. Il faut que les dirigeants africains, les présidents, ils prennent leurs responsabilités. Il faut vraiment que le problème en Libye cesse. Il faut que l'Union africaine prenne ses responsabilités. D'accord? Moi, je dirais au peuple libyen que les peuples noirs d'Afrique sont leurs frères. Nous appartenons à un même continent. Donc, ce n'est pas normal qu'à cause de la différenciation de la couleur, qu'ils vont se croire supérieurs aux Noirs d'Afrique. Ce n'est pas du tout normal et c'est vraiment révoltant. Monsieur Mohamed Lamine Fofana, bonjour. Bonjour. Moi, ma question est la suivante. Votre roman Lettres à la jeunesse africaine, je voudrais que vous me le résumiez en 3 phrases. Que diriez-vous? C'est un roman d'aventure, d'amour, plein d'émotions. C'est un roman engagé qui invite le lecteur à une prise de conscience profonde et à une mobilisation pour le bien-être du continent africain. C'est un roman qui peut être considéré, qui peut vraiment être enseigné dans les écoles et dans les universités africaines. Monsieur Fofana, merci. Merci à vous. Bien voilà, merci d'être passé sur le plateau des parenthèses pour parler de votre roman Lettres à la jeunesse africaine. On espère que ce ne sera pas le dernier et on sera tout aussi heureux de vous recevoir quand il y aura un autre projet. Voilà, enfin un autre roman ou un autre essai. Et donc, on s'achemine à la fin de l'émission, vers la fin de l'émission. Dites-nous vous auriez un petit message très rapide, mais vraiment très bref, Oui. à l'égard à l'endroit de la jeunesse. D'accord, je ne peux pas quitter cette émission sans vraiment lancer ce cri de cœur aux jeunes Africains, à la jeunesse africaine. Et vous-même, vous le savez, Alpha Blondy le dit, malgré nos richesses agricoles, minières et minéralières, nous sommes victimes de l'endettement à croissance exponentielle. C'est la mondialisation de l'économie à sens unique, avec la pensée unique du maître à penser. Donc, mes chers Africains, réveillez-vous. Vous êtes déjà conscients que ça ne va pas dans nos États. Et la solution, c'est nous, la jeunesse africaine. Maintenant, à chacun vraiment de poser des actes pour que vraiment nous allons essayer de nous hisser au même niveau de développement que les autres États. Car c'est ce qui est très très important pour chacun d'entre nous. Donc vous pouvez me joindre car ce roman n'est pas vraiment mon dernier livre et il y a beaucoup d'autres projets derrière ce roman. Ce n'est qu'une locomotive. Merci de nous avoir suivis de bout en bout dans cette émission consacrée exclusivement au roman La Lettre à la jeunesse africaine de Mohamed Lamine Fofana. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur, bien sûr, avec aussi un autre ouvrage. Vous pouvez donc poursuivre, vous pouvez continuer à nous suivre sur la page Facebook de l'émission et aussi sur le site de la chaîne de télévision Espace TV. Au revoir.